Eh bien bonjour ou bonsoir, en fonction de l'heure à laquelle vous nous regardez. Merci d'être fidèle en tout cas à cette chaire numérique, Henri Lafontaine. Vous le savez, il va forcément être question de paix sociale, de démocratie, bref, des combats qui étaient chers à Henri Lafontaine et sous un angle peut-être un peu inédit, mais capital. Et on saisit l'occasion de ce livre, signé par notre invité, Michel Claise. Michel Claise, vous le savez, est auteur, bien sûr, mais il est aussi, avant tout, ce juge d'instruction financier en charge d'enquête, bien sûr aussi, mais de démantèlement, si possible, de ces initiés bien bizarres que l'on peut appeler, de manière un peu générique, on va y revenir, les mafieux. Dans ce livre, Crimes d'initiés, chez Jeune Édition, il va être question beaucoup de notre pays et de l'influence des mafias. Bonjour Michel Claise. Bonjour. Alors, on va se pencher un instant sur l'actualité et longuement sur votre descriptif. L'actualité rejoint vos cris depuis longtemps émis et ici concrétisés dans ce livre, lorsque le patron du Collège des procureurs généraux dit à la une d'un quotidien le soir « Notre pays est aux mains des mafias et rien ne se passe ». Enfin, il est temps de le dire, ça fait tant d'années que les institutions internationales le dénoncent. Je me souviendrai toujours de cette recommandation de 2013 de l'Union européenne qui décrit la prise de possession de la société par les organisations criminelles en faisant des recommandations aux États. Bien entendu, aucune des recommandations n'a été appliquée ni exécutée. Et on peut se poser la question pourquoi les dossiers financiers vont augmenter, vont proliférer. Les magistrats et la police spécialisée vont s'en inquiéter de plus en plus. Et toujours, nous avons ce silence, ou en tout cas cette surdité, plutôt la surdité, par rapport à ces choses qui sont dénoncées. Arrive dans l'actualité, récemment, un phénomène qui est tout simplement la preuve par A plus B que nous avions tous raison. Donc, c'est-à-dire le décryptage d'un réseau de communication à travers un serveur canadien qui s'appelle SkyCC, dans lequel la police belge va casser un système. D'habitude, c'est les mafieux qui cassent le système. Là, c'est la police. Comme quoi, pour être un bon policier, il faut être un peu mafieux aussi. Eh bien, ils vont en réalité casser le système et nous allons nous retrouver avec 1 milliard de données dans lequel nous constatons, à la lecture de ces données, tout ce que nous avions déjà dit, dénoncer, proclamer que nous sommes actuellement confrontés à des phénomènes de pénétration de notre société par les organisations criminelles. Et vous entendez de l'actualité, et ça se passe encore aujourd'hui d'ailleurs, par rapport aux données Sky, comme on les appelle également, que des actions ponctuelles sont faites, mais ça ne représente jamais qu'une face tout à fait émergée de l'iceberg. Et donc, l'immensité du phénomène, qui est toujours cet immense iceberg, fait que nous sommes toujours, en termes de société, le Titanic qui doucement dérive vers celui-ci. Question évidemment touchy et pas facile, Michel Claise. Si on compare à la fois au grand banditisme classique d'antan ou, plus récemment, au problème du terrorisme, on a souvent accusé la Belgique d'avoir fait profil bas, d'avoir baissé les yeux sur la réalité, en échange, en quelque sorte, d'une espèce de paix. Oui, nous serons la base arrière de grand banditisme, oui, nous serons la planque, oui, nous serons éventuellement la base arrière du terrorisme, pour autant qu'il ne se déroule pas chez nous. On en a vu les limites. Est-ce que l'on pourrait imaginer qu'il y ait quelque chose de similaire pour le grand crime organisé de type mafieux, international, et on va y venir, les triades chinoises par exemple. Est-ce qu'on a voulu fermer les yeux en se disant si on n'est pas trop agressif, on aura la paix? Un grand bémol. Donc il ne faut pas mélanger les choses. Actuellement, il y a dans le procès des attentats de Paris une volonté de mettre sur la Belgique, sur le dos de la Belgique, une responsabilité qu'elle n'a pas assumée parce qu'elle fut, en ce terme à la fois policier et de magistrature, particulièrement efficace. Ça, c'est une chose. D'autre part, la Belgique, plaque tournante
du terrorisme, mais la France aussi, et d'autres pays également. Vous savez, s'instaurer terroriste, c'est facile, hein. Mais non, par contre, organisation criminelle, en vue de gagner de l'argent, parce que c'est ça le but d'une organisation criminelle, c'est gagner de l'argent. Alors là, nous sommes d'une réelle faiblesse. Et nous le sommes pourquoi? D'abord, d'un point de vue strictement, c'est le bouquin factuel, Anvers. Anvers est une des plaques tournantes de la criminalité financière. C'est un État dans l'État, vous C'est dire, un d'ailleurs. État dans l'État. C'est l'importation de tas de produits, et pas seulement la cocaïne, aussi la contrefaçon, dont il ne faut pas oublier l'impact en termes de concurrence déloyale et qui représente des centaines de milliards par an en Europe, avec envers cette plaque tournante de cette infraction Nous sommes la gravissime. capitale de ce crime-là. Et nous sommes à Anvers à tout le moins une des capitales du crime. Vous savez, il y a plusieurs capitales dans un continent, mais en termes de crime, nous sommes une des capitales, et c'est très certainement Anvers. Alors, comment aboutir à une action là? Eh bien, il y a une prise de conscience, il y a cette volonté de le combattre, mais quand on saisit 25 tonnes de cocaïne, on fait perdre à la mafia, en termes de revente, une somme qui peut représenter 900 millions d'euros. Mais à l'achat, au départ, c'est rien. Et vous pensez bien que la cargaison suivante arrive et les dockers seront toujours payés pour mettre le conteneur dangereux sur la 3e pile pour éviter le contrôle douanier. Et ça n'est pas fini. C'est ce que l'on découvre, hein, dans ce livre Crime d'initié, parce que un juge d'instruction et des enquêteurs serrent au plus près, hein, toute ressemblance avec des équipes éventuellement repérables n'est pas fortuite, c'est nourri, Pas fortuite du tout. c'est nourri évidemment de vos expériences et de celles de vos collègues. Vous pistez à un certain moment effectivement un docker parce que vous cherchez d'ailleurs à découvrir qui sur le port a le train de vie le plus étonnant par rapport à ses revenus, par rapport à son type de travail fourni. Et vous le découvrez. Et vous découvrez en plus qu'il mène une double vie sentimentale et que donc il y a des moyens de le faire chanter d'une part, mais surtout qu'il a besoin de rentrées financières. C'est par là que l'on rentre. C'est ce type de, j'allais presque dire, de détail qui permet un jour de faire tomber un cartel? C'est une des techniques financières que nous utilisons, c'est chercher en réalité le maillon faible. Et le maillon faible, c'est celui qui dépense mal son argent. À partir de ce moment-là, eh bien, c'est un peu le principe du fil qui dépasse du pull. Alors on tire dessus, soit on a le fil, soit on a le pull. Et de temps en temps, eh bien, on remonte au pull et au pull d'à côté, etc. Et c'est ce qui se produit dans pas mal d'enquêtes. Et ça, dans nos polices spécialisées, ce sont notamment des enquêtes que nous menons par rapport à des mouvements suspects de comptes ou d'indices. C'est l'inspection spéciale des impôts qui va le dénoncer en disant mais il y a un problème. Et à partir de ce moment-là, on peut petit à petit grappiller. Et c'est tout un schéma. Je vais vous citer un exemple dans un dossier que nous avons connu récemment. On arrête des petits jeunes dans une voiture, il y a 200 000 euros en liquide. C'est 2 petits jeunes. C'est pas normal. Alors, qu'est-ce qu'on fait? On saisit l'argent, on regarde leur GSM, et surtout on met un micro dans leur voiture et un GPS dans leur pare-choc, et c'est ainsi que nous remontons dans une filière de vente de résine de cannabis qui nous fait comprendre qu'en dans un délai de 8 mois, ces gens ont réussi à blanchir une somme de Combien de millions? 400 millions d'euros avec une facilité dérisoire. On piste donc et on entre par le petit fil de la pelote éventuellement dans un réseau que dès les premières pages on devine, vos premières pages sont romaines, on voit comment dans un restaurant qui semble bien sympathique d'ailleurs, mais autour d'un bon plat de pâtes, on va retrouver quelqu'un qui connaît les mafias traditionnelles et quelqu'un qui vient d'Asie importer en quelque sorte des affaires d'un autre ordre. Il y a un extrait d'ailleurs ici où vous nous dites que globalement, nous avons identifié d'un côté un exécutant, mais que c'est une urgence parce que les triades ont rejoint les mafias, on va dire, traditionnelles. C'est une grande alliance maintenant ? C'est une alliance qui a été constatée notamment dans les enquêtes qui ont été menées au port d'Anvers. Et donc vous avez ces sociétés mafieuses qui se sont parfaitement entendues parce que
Du côté chinois, vous avez la production, et du côté italien, vous avez l'organisation de la réception des produits et de sa distribution. Et comme si ce n'était pas nécessaire par rapport au caractère illicite des marchandises importées, ils parvenaient en plus à faire des fausses déclarations d'importation pour évidemment frauder la TVA. Tout ça représente des milliards et des milliards de produits financiers sur lesquels nous sommes en train de constater l'existence et que nous sommes incapables de gérer. Avant d'en arriver d'ailleurs à ces conséquences financières, sociales, économiques, je reviens sur ce qui n'est pas une image, sur cette technique qu'ils utilisent et que vous avez ébauché tout à l'heure, des dockers que l'on corrompt d'une manière ou d'une autre, ou menace, ou les deux, et qui vont être complices en faisant en sorte que, bien entendu, le container ou les containers suspects se trouvent, on va dire, hors de portée immédiate de l'enquête. Pourquoi ? Parce que ce sont des milliers ou dizaines de milliers de containers et qu'on ne peut y aller qu'au pif. Bien plus que des dizaines de milliers de containers, il y a 17 km de quais, et vous imaginez que par rapport au flux des containers, nous sommes à beaucoup plus que cela. Alors les containers, il y en a un que je décris dans mon livre et qui fait partie dans l'enquête d'Anvers de quelque chose malheureusement de tout à fait authentique. Un des containers en bout de quai a servi de salle de torture pour ceux qui ne voulaient pas, en réalité, filer le train qu'on leur imposait. Donc, nous sommes dans les organisations criminelles au plus haut niveau d'efficacité dans la violence et dans la pression. Vous supprimez en cela toute sécurité par rapport à la vie privée, et ça, c'est le roman. Mais maintenant, c'est plus que le roman. C'est la réalité. C'est la réalité. Ouais. Cette réalité inquiétante, bien entendu, vous nous amenez aussi à la placer dans un contexte que sans doute beaucoup d'entre nous ignoraient, à savoir que nous avons longtemps commenté le fait que les Grecs aient été amenés plus ou moins volontairement à vendre leur port du Pirée, en tout cas un gros tiers, le tiers utile, aux intérêts chinois. On apprend qu'il y a des concessions particulières dans le port d'Anvers. Il y a le secteur des Russes, par exemple. Donc ce port est un port à ce point international qu'il y a des coins qui ne nous sont pas accessibles, qui sont des morceaux de territoire extérieur. Mais il semblerait, ce n'est pas moi qui le déclare d'ailleurs, c'est le directeur des douanes lui-même. Et à partir de ce moment-là, il faudrait en réalité qu'il y ait par rapport à la volonté d'assainissement du système, d'assainissement économique du système, une prise de conscience des pouvoirs politiques de la gravité de la situation. Non seulement on n'y est pas, mais on dépasse très largement la situation du port d'Anvers lui-même pour en arriver véritablement au fonctionnement de notre propre pays. Et c'est ça le problème. Dans la mesure où, effectivement, il y a eu dans notre actualité récente des débats sur notre capacité à se redresser après des crises successives, crise économique et financière de 2008, la crise du terrorisme bien sûr, mais aussi la pandémie avec ses conséquences sociales et économiques, la question que l'on peut se poser, que l'on est en droit de se poser, Michel Claes, c'est est-ce que on est conscient à plus haut niveau qu'une part de la solution financière de notre dérive, de notre dette, se gère sous nos yeux par des bandits. Mais s'ils sont conscients, ils deviennent co-auteurs de l'association criminelle. Et s'ils sont inconscients, c'est que ce sont vraiment des imbéciles. Alors entre les deux, malheureusement, je ne vois pas actuellement de solution intermédiaire, à l'exception de certains hommes politiques, mais qui ne sont pas les véritables dirigeants, mais qui, ceux de temps en temps, qui poussent encore un coup de gueule. Alors, on va réagir. Vous savez, avec le Covid, on a fait tourner la planche à billets. Et c'est dans la poche de qui qu'on va aller chercher les fonds qui manquent. Vous avez vu la facture d'énergie, vous avez vu la montée je dirais simplement de notre niveau de vie par rapport aux commandes habituelles que l'on peut faire sur le plan de la nourriture et toute autre chose. Alors, oui, c'est dans nos poches qu'on va chercher l'argent. Alors, bon sang de bonsoir, est-ce qu'on peut un jour se réveiller en prenant conscience du fait que, le phénomène existe, qu'il faut fermer le robinet. Vous savez, la petite fraude et la moyenne fraude, indépendamment des grands criminels qui assassinent, le SPF Finance le dit lui-même, c'est 30 milliards par an d'évasion fiscale non taxée. Et je vous parle entre le petit plombier et le coiffeur jusqu'aux sociétés d'entreprise qui font des gros travaux dans la fraude sociale actuelle. Mais
si on fermait déjà ce robinet, on arriverait tout de même à un rééquilibre dans le cadre du budget que nous n'avons pas. Vous ajoutez à cela, par rapport à une exponentielle épouvantable, le chiffre des grandes organisations criminelles. Et alors la question est, pourquoi est-ce qu'il n'y ait pas cette prise de conscience gouvernementale de donner les moyens? La police est complètement laminée, la magistrature l'est tout autant. Alors, et d'ailleurs, je suis d'une certaine manière un peu étonné que quand on a posé la question à notre Premier ministre de dire que les magistrats tiraient la sonnette d'alarme et qu'il ait eu cette réponse que je trouve inacceptable, qu'il le prouve. Moi, je veux bien le rencontrer sur un plateau de télévision. Je viendrai avec les chiffres qui ne sont pas les miens, mais ceux de l'Union européenne, ceux de la Banque mondiale, ceux du FMI, ceux de son propre SPF Finance. Alors, je vais le lui prouver. Et quand je lui aurai prouvé, quelle sera sa réaction? Pourquoi cette cécité volontaire, à votre avis, Michel Claes? Nous sommes peut-être dans un système tellement néolibéral que ces gens craignent qu'en touchant en renforçant des systèmes de contrôle, on va toucher à leurs entreprises qui représentent leurs fonds de commerce. Et c'est le terme qui a été utilisé d'ailleurs à l'époque par un certain monsieur De Croo au VLD, quand à l'époque John Crombie souhaitait renforcer les systèmes de contrôle par rapport à la criminalité financière, ne pas toucher à notre fonds de commerce. Mais quand est-ce qu'on va se rendre compte en réalité que les organisations criminelles, c'est la concurrence déloyale par rapport aux entreprises licites? Est-ce qu'ils vont se réveiller un jour? Et il y a urgence. Henri Lafontaine, la fondation qui porte son nom et qui tente à revivifier l'esprit de ces combats. Henri Lafontaine, prix Nobel de la paix 1913, se battait donc pour l'idée de la paix. Est-ce qu'une paix est possible dans des sociétés, et on ne parle pas de ce qui se passe à nos frontières, mais est-ce qu'une paix est possible dans nos sociétés dès lors que des grands groupes criminels semblent pouvoir, sans vergogne, nier les États? Mais le problème, c'est qu'en réalité, vous abordez la question de la paix, moi j'aborde la question de la guerre qui nous est livrée. Et récemment encore, dans la violence des affrontements que nous avons connus sur le plan judiciaire de la lutte contre les organisations criminelles de type albanaise, nous nous sommes rendus compte que ces gens étaient capables de tout en termes de violence et de menaces. Alors nous sommes en guerre. Et que ce phénomène nous impacte. Alors pour citer La Fontaine, mais pas Henri Lafontaine, le fabuliste. Le fabuliste La Fontaine, dans Les animaux frappés de la peste, quand il disait certains n'en mourraient pas, mais tous étaient frappés. Je pense aujourd'hui que nous sommes tous frappés par le phénomène, mais que nous sommes quand même nombreux à un certain moment à devoir peut-être encaisser bien plus que ce qu'on peut se l'imaginer aujourd'hui. Le phénomène est en route. Vous allez assister à une régression sociale qui est en train de se mettre en place, qui va peut-être être accentuée aussi par des phénomènes mondiaux que nous ne maîtrisons pas aujourd'hui, tels que l'Ukraine, voire même l'invasion par la Chine de Taïwan. Il y a ça en plus, il y a le climat. Voilà. Alors moi, je pense à la jeunesse. Et dans un article récent, j'avais fait une interview récemment, on me demandait est-ce que vous avez une solution par rapport à tout cela. Et moi, la seule solution que je vois aujourd'hui, j'avais dit qu'il faudrait inventer une Eva Thunberg de l'assainissement de l'économie avec quelqu'un qui va tout simplement susciter dans notre jeunesse un mouvement et que ces jeunes pourraient manifester à la fois pour le climat et pour l'assainissement de l'économie dans le sens que j'ai développé, parce qu'il y va de leur avenir. Et à partir de ce moment-là, à la veille d'élections, constater que des partis qui n'en avaient rien à faire avant s'étaient empressés à l'époque d'introduire l'écologie dans leur programme, ce qui était assez cocasse d'hypocrisie. Vous nous plongez également, Michel Claes, dans un univers de ces mafias diverses et variées sur le plan des traditions, mais qui sont ancrées dans des traditions fortes, vous le découvrirez en le lisant, qui sont des rites d'intégration. Il y a évidemment des strates, ce sont les exécutants, les petits exécutants au bas jusqu'aux plus hauts initiés, va-t-on dire, mais ce sont des vrais rites, des rites d'adhésion, des rites qui peuvent faire mal d'ailleurs, physiquement, c'est des rites très durs, et chacun leur tradition, les triades ont les leurs,
en Asie, la mafia ou les mafieux italiens ont les leurs. Est-ce que ça marche encore vraiment comme ça? Est-ce qu'on doit vraiment s'attacher à la famille? Plus que jamais. Ce côté peut paraître tellement suranné qu'on peut se poser la question de savoir si ça ne relève pas d'un film du passé, comme on regarderait un film des années 50. Pas du tout. En réalité, c'est toujours comme ça que cela fonctionne. Et on le sait d'autant plus, par exemple, concernant les rites de la Cosa Nostra, qu'une initiation a été filmée par le FBI parce qu'ils étaient en train de serrer une famille. Les rites décrits d'ailleurs dans Crime d'initié sont d'une rigueur mais millimétrique. Quant aux rites des triades chinois, ce sont toujours ceux qui sont appliqués aujourd'hui. Et ce qui est assez cocasse, il suffit d'aller sur YouTube, on les retrouve. Et donc, c'est ça qui fait leur pérennité en réalité. C'est ce sentiment à certains moments d'appartenance à une famille plus forte que la famille biologique, avec des engagements très très forts, qui rendent les choses pérennes. Et ne vous imaginez pas, parce qu'on me disait récemment, mais il semblerait que par exemple, les mafias italiennes soient en régression. C'est tout à fait faux. Ce qui est en régression dans les mafias italiennes, ce sont leurs anciens comportements. Quand ils ont assassiné, c'était Tottorina qui avait organisé l'assassinat des 2 juges Falcone et Borsellino, mais qui étaient les 2 derniers magistrats d'une longue série de magistrats et de policiers assassinés dans le passé. Ça a fait l'objet d'un tel scandale, évidemment, forcément, que l'Union européenne était intervenue, et on a été remonté jusqu'à Tottorina. Et celui qui l'avait succédé, c'était Provenzano. Et quand on a arrêté Provenzano, il a eu cette phrase extraordinaire où il a dit « mais vous n'avez plus assassiné de juges ». Donc c'est en ça qu'on pense qu'ils sont moins actifs. Vous n'avez plus assassiné de policiers et de juges. Il a dit « non, non, aujourd'hui, on le devient ». Et quand vous pensez que leur commerce, quand l'OCDE estime à 35% des prêts privés en Italie qui sont financés par les mafias, il y a 50% de la détention de l'économie italienne par les mafias, comme la 'Ndrangheta, la Notre-Dame des Pouilles, etc., la Camorra, quand vous vous imaginez qu'ils ont cette puissance économique, l'assassinat n'est plus nécessaire, mais leur omnipotence, elle est là. Je parle de l'Italie, mais... On imagine, oui, j'imagine, on va y revenir, que vous visez donc aussi l'éventuelle présence de ces rites et de ces groupes sur notre territoire ou nos territoires. Mais pour rester encore un instant sur l'Italie, ou peut-être même sur l'Asie, on disait ce sentiment d'appartenance à une famille autre que biologique, plus fort et plus puissante que l'État. Il faut aussi reconnaître, hélas, que ces systèmes mafieux ont souvent suppléé, notamment dans le sud de l'Italie, l'État défaillant, en offrant, de manière illicite certes, mais des boulots, de la subsistance. Ils en ont tenu comme ça aussi parce que c'était le seul moyen d'avoir de l'argent. Mais ils se définissent eux-mêmes comme des Robins des Bois à un certain moment, par l'aide qu'ils accordaient, mais en contrepartie, la demande. Mais j'avais été en mission en Calabre, et j'étais extrêmement... Enfin, ça touchait à la 'Ndrangheta. C'est peut-être la plus difficile de toutes les mafias italiennes, c'est la plus violente. Et dans les rites de la 'Ndrangheta, il faut prêter serment en disant « je rentrerai, je prête serment en disant « je deviendrai avocat, magistrat, policier, tout ce que vous voulez, j'occuperai une place dans la société pour la famille ». Et nous avions 130 km à faire pour entendre un membre de la 'Ndrangheta dans une prison. Et puis à un certain moment, sur l'autoroute, boum, boum, il y a la voiture qui fait comme ça. Et je demande au capitaine de la Guardia Finanza, vous n'avez pas fini l'autoroute? Il me dit non, c'est la 'Ndrangheta qui fait sauter l'autoroute parce qu'on n'a pas payé notre Dringelt assez vite. Nous sommes à 2 heures d'avion. Et voilà, ça c'est aussi une partie de l'Italie. Vous savez, moi j'étais à Medellín, hein, en Colombie, et on avait fait le trajet de Pablo Escobar. Vous savez qu'à Medellín, c'est un héros. Hein. Le type, il a fait des hôpitaux, il a fait des écoles, etc. Et la tombe, elle est fleurie. Hein. Il n'a peut-être que 62 à 63 000 morts sur la conscience. Bon. Mais c'est ça qui est épouvantable. C'est ce mélange, en réalité, complet de cette présence, finalement, extrêmement intelligente de manipulation. Les rites, dont vous nous dites qu'ils existent probablement sous nos latitudes. Bien sûr. La promesse d'éventuellement, pour le compte de la famille,
réaliser des prouesses pour devenir plus blanc que blanc et ne pas se faire remarquer mais être utile. Et la déclaration de Provenzano qui dit on ne doit plus tuer, nous le devenons, donc magistrat, on ne tue plus les magistrats, on le devient. Voilà. Ah oui. Voilà. Ça vaut pour chez nous? Police magistrature, vous savez, dans Sky, on a quand même déjà actuellement plus que des soupçons se dirigeant vers une appartenance à des organisations mafieuses, chaque chose en son temps. Mais c'est de la nature de l'homme, je pense que ça n'est pas récent. Je pense que la corruption est de la nature de l'homme. Hein. Vous savez, il suffit de remonter au 5e siècle, quand on connaît déjà du temps de Périclès, la corruption publique, et du temps de Platon dénonçant la corruption publique qui a amené, il le décrit dans le banquet, Socrate à boire la ciguë. Donc en réalité, il n'y a rien de neuf sous le soleil. Hein. Mais le développement des moyens de technologie par rapport à la puissance des organisations criminelles et leur possibilité de pratiquer d'autant plus la corruption. Nous avons en Belgique quand même arrêté pas mal de policiers ces derniers temps et pas mal de personnes dans la fonction publique parfaitement corrompues. Il faut se rendre compte, et je l'ai dit un jour, que la Belgique est un pays corrompu, comme tant de pays. Elle n'échappe pas en réalité à cela, mais la Belgique n'est pas non plus, comme par exemple la France, n'est pas non plus un pays qui réagit de manière digne à cet égard, d'abord parce qu'il n'y a pas de reconnaissance quant à l'existence du phénomène, et puis parce qu'il n'y a pas de volonté non plus de le combattre. Je vous donne un exemple. Je fais partie du groupe de répression de la corruption du Conseil de l'Europe. J'ai eu l'occasion d'évaluer la France, qui, suite à l'affaire Cahuzac, a fait toutes les lois dites Sapin, qui sont des lois extrêmement fortes pour lutter contre la corruption, notamment l'introduction de la protection du lanceur d'alerte, la création de l'Agence française anticorruption, un pouvoir à la Cour des comptes sur l'examen des comptes justement des hommes politiques qui va bien plus loin que nous. Chez nous, nous avons des recommandations qui ont été faites par le groupe de répression de la corruption parce que nous sommes en retard. Nous avons 33 recommandations à exécuter. Nous avions jusqu'au mois de juin 2021 pour le faire. Sur les 33 recommandations, il y en a 2 qui sont en voie d'exécution et le reste est nulle part. Alors, est-ce que vous ne pensez pas que la Belgique peut mieux faire ? On va terminer, si vous le voulez bien, Michel Claes, par 3 séries de mots. La première série, c'est le titre, crime d'initié. D'habitude, on dit délit d'initié. Est-ce que justement la nuance se trouve là ? C'est-à-dire que l'État et ses représentants, en quelque sorte, agiraient comme s'il s'agissait de délits, et vous vous dites, ce sont des crimes. Ça va plus loin, c'est le jeu de mots, bien sûr. Tout le monde connaît le délit d'initié, qui est une infraction pénale par rapport à, dans les entreprises, le fait de connaître une information pour en faire profiter soit de soi-même, soit de sa famille. Le crime d'initié, ça va bien entendu bien au-delà. Et ce sont aussi des crimes commis par les initiés. C'est en cela que la situation est inquiétante. Et oui, c'est vrai qu'aussi au niveau de l'État, oui, c'est vrai que j'ai un très mauvais sentiment à cet égard que cette impéritie étatique, je voudrais vraiment en connaître la nature et la raison. Mais ce sont des questions qu'il faut leur poser à eux, des enquêtes qu'il faudrait mener sur eux. Vous citez en tête de chaque chapitre l'un ou l'autre auteur, où ici ce proverbe arabe, c'est de la confiance que naît la trahison. C'est un vaste programme parce que c'est la manière de retourner aussi des gens. La trahison peut venir dans le groupe lui-même d'une confiance, c'est le cas, mais c'est aussi en quelque sorte l'inverse. C'est peut-être de l'hyper-confiance simulée par l'État que naît la trahison de ses missions. J'aime bien votre approche. Et on termine, comme vous le faites, par cette citation attribuée à Richard Joly. Dans la vie, quand on pense le dernier acte arrivé, on s'aperçoit souvent que la pièce ne se comprend pas sans son épilogue. L'épilogue, on ne l'a pas. Il est à venir, et l'épilogue de manière générale dans notre société, on ne l'a pas, on ne le voit pas poindre. La suite au prochain numéro. Ouais. On n'est même pas encore au premier acte dans l'action de l'État. Non.
Mais il y aura une suite. L'épilogue, en réalité, dans Crime d'initié, c'est l'approche de la personnalité d'un des protagonistes dans lequel on ne pouvait pas s'attendre à ce qu'il était vraiment. Et donc, en dehors de cela, l'autre épilogue, il n'est pas encore écrit. Ce sera le tome suivant. Il arrive. Il arrive. Aujourd'hui, vous pourriez imaginer que l'on vienne à bout de systèmes aussi puissants, aussi tentaculaires. Ce n'est pas pour rien qu'en Italie, les mafias sont surnommées la pieuvre, la pieuvre. Avec ce qui nous est donné en termes législatifs, c'est très bien. Avec les moyens dont nous disposons pour exécuter le système qui nous sont donnés et par les moyens humains, la réponse est non. Et donc, en venir à bout de ces systèmes, à mon avis, je pense que seule une bonne météorite pourrait y arriver, à défaut d'autres changements. Merci Michel Claes. En tout cas, c'est l'occasion de découvrir une réalité qui concerne la paix sociale, la paix de nos sociétés, la paix tout court, la paix des vies, parce qu'il s'agit aussi de vies humaines, non seulement parce que, vous le verrez, il y a de la torture, de l'assassinat, de la corruption, mais aussi des produits stupéfiants, entre autres, qui menacent beaucoup de vies. Tout ça, vous le retrouvez de manière romanesque, mais documenté de première main dans ce Crime d'initié, signé chez Genèse Éditions par Michel Claes. Merci. Merci Eddy.